Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de 22 heures et au sommaire de ce mardi. Et à la tenue de la 13e séance du Conseil des ministres, le chef de l'État a présidé ce mardi 26 septembre la 13e séance du Conseil des ministres. 6 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement par intérim dans le journal. Et les États-Unis et le Kenya ont signé hier un accord de défense qui permettra à ce pays d'Afrique de l'Est d'obtenir des ressources et un soutien pour les déploiements de sécurité en Haïti. Soyez les bienvenus. On va donc commencer le journal avec la 13e séance du Conseil des ministres. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu ce mardi 26 septembre, la 13e séance du Conseil des ministres. 6 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de la société immobilière et d'aménagement foncier pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. La seconde question approuvée portait sur un projet de décret qui a pour objet la création d'une édition électronique du journal officiel de la République de Djibouti. Et la troisième question portait sur un projet de décret visant à désigner les membres du conseil d'administration de l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de paix conformément à ses dispositions statutaires. Le porte-parole du gouvernement par intérim nous fait le point. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 26 septembre 2023, la 13e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Première question. Ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de la société immobilière et aménagement foncier pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. La ministre de la Ville a présenté au Conseil des ministres les comptes financiers de la société immobilière et aménagement foncier de l'exercice 2022 et a régularisé en parallèle les comptes financiers des années antérieures. Il y a lieu de féliciter ce travail de régularisation qui porte sur 5 années avec des documents comptables de qualité et l'assainissement de la situation financière par la nouvelle direction qui a permis d'améliorer le résultat net. Les comptes financiers de la société immobilière et d'aménagement foncier pour l'exercice 2022 sont arrêtés en produits à 992 414 841 francs Djibouti. Les produits connaissent une augmentation de 20%. Ils passent de 824 millions 9 de francs Djibouti en 2021 à 992 millions 24 en 2022. Ces produits sont constitués de revenus de location-vente, de vente des parcelles viabilisées. Entre 2018 et 2022, le résultat net de la société s'est nettement amélioré, passant d'un déficit de 557 millions en 2018 à 214 millions en 2022. Cette progression est due en grande partie à la vente des parcelles de Hodan 1, 2 et de Nagad. Les charges d'exploitation, dont la masse salariale et d'autres charges opérationnelles, représentent
représentait 84% des dépenses totales en 2022, contre 71% en 2018. Les charges foncières, quant à elles, ont diminué, représentant 18% en 2022 contre 29% en 2018, grâce à une restructuration des dettes auprès des banques. Les emprunts et dettes assimilées de la société ont diminué de 13%, passant de 15 milliards 14 en 2018 à 13 milliards 22 en 2022. Ces dettes englobent principalement celles contractées auprès de l'État et des bailleurs internationaux. Au cours de ces exercices, il ressort que l'établissement a procédé à un certain nombre de retraitements du bilan en réalisant une réévaluation de ses actifs et une correction du montant des immobilisations financières. Deuxième question. Présidence de la République. Projet de décret portant création du journal officiel électronique dénommé EGO. Le projet de décret a pour objet la création d'une édition électronique du journal officiel de la République de Djibouti. Le journal officiel de la République de Djibouti est l'héritier de 4 supports officiels d'information ayant eux-mêmes connu une longue évolution. Le journal officiel du protectorat de la côte française de Somalie et dépendance a paru pour la première fois le 8 février 1900 et qui a pris fin en 1906. Le journal officiel du protectorat de la côte française de Somalie, qui a été créé en 1906 et a pris fin en 1920. Le journal officiel de la côte française de Somalie, qui a été créé en 1920 et qui a pris fin en 1967. Le journal officiel du territoire français des Afars et des Issa, qui a été créé le 3 juillet 1967 et qui a pris fin le 3 juillet 1977, et de 1978 à 1986. Depuis 1986, le journal officiel est bimensuel. Et depuis 2001, l'apparition du journal officiel est réalisée dans les 2 langues officielles, arabe et français. L'apparition de ces 4 journaux officiels était mensuelle depuis 1900 à 1985 et bimensuelle depuis 1986 jusqu'à nos jours. Depuis 2001, l'apparition du journal officiel s'est faite aussi en langue arabe. Les finalités attendues de la plateforme visent notamment à contribuer à un meilleur accès à l'information juridique des textes législatifs et réglementaires en vigueur et la conservation nationale en matière d'archives, sans oublier un gain de temps et de papier considérable. C'est dans ce cadre que le présent projet de décret s'inscrit. Il s'agit d'une plateforme électronique dans laquelle seront publiés les lois, les décrets, les arrêtés, les actes administratifs et avis divers.
La publication des textes juridiques et réglementaires ainsi que les actes administratifs est assurée dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Enfin, cette initiative du journal officiel numérisé s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la loi, et plus particulièrement de donner la possibilité d'une diffusion quasi instantanée de la règle de droit et de sa consultation à tout moment, en tout point du territoire et au-delà de nos frontières, afin de rapprocher l'administration des administrés. Troisième question. Ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf. Projet portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de paix. Le présent projet de décret vise à désigner les membres du conseil d'administration de l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de paix conformément à ses dispositions statutaires. L'Institut a pour mission d'optimiser les compétences au sein du corps religieux en mettant en œuvre des programmes de formation initiale et continue au profit des imams et des prédicateurs. L'adoption du projet du décret vise à compléter le cadre institutionnel de cette structure. Objet la nomination de 12 auditeurs de justice de l'École nationale de l'étude judiciaire. On voit la suite des questions qui ont été examinées et approuvées lors de cette 13e séance du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement par intérim, Hassan Omar Mohamed. Question numéro 4. Ministère de la Jeunesse et de la Culture. Projet de décret instituant le Salon du Livre de Djibouti et fixant les modalités de son organisation. Le projet du décret institue le Salon du Livre de Djibouti, qui est un projet qui participe à la nouvelle dynamique africaine et son rayonnement littéraire consistant à adopter dans l'agenda culturel national une manifestation annuelle de promotion du livre dans toutes ses dimensions et sa diversité linguistique. Les objectifs du Salon du Livre sont, en outre, d'être un espace ouvert d'expérience et d'expertise entre tous les acteurs de la chaîne du livre. 2. D'être un moment propice à la promotion de la culture, de la lecture, de l'écriture et au développement de l'industrie du livre et de l'édition. 3. De valoriser le patrimoine documentaire national. Le programme du Salon du Livre est organisé par le ministère en charge de la culture et porté par l'Agence nationale de la promotion de la culture et ses départements avec le concours d'un commissaire général et d'un comité d'organisation. Le projet de décret définit les modalités de fonctionnement et d'organisation du Salon du Livre. Question 5. Ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Projet de décret portant nomination des magistrats. Le présent projet de décret a pour objet la nomination de 12 auditeurs de justice de l'École nationale de l'étude judiciaire. Ces magistrats ont finalisé leur parcours théorique et pratique de 18 mois et validé leur évaluation des fins
des formations. Ces projets visent donc à recruter et nommer la première promotion d'auditeurs de justice qui porte le nom de fait Abdurrahman Cheikh Mohamed, Allah yarhamou, premier président de la Cour suprême. Sont nommés en qualité de magistrat de l'ordre judiciaire Madame Mouna Youssouf Omar, Madame Hafsa Ahmed Bahdoun, Madame Fathia Ismail Awale, Madame Mathilda Mugib Nasser, Madame Nasteho Bouni Abdi, Madame Anissa Cheikh Ibrahim, Madame Hamza Barre Adan, Monsieur Saad Ismail Omar, Madame Hibo Ali Mohamed, Madame Marianne Mahmoud Hadji Ali, Monsieur Yassine Sel El-Tiré, Madame Mariam Ayfarah Sharif. Question numéro 6. Ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection. Projet de décret portant nomination. Sont nommés Dr Saleh Benoïta Tourab, conseiller technique du ministre de la Santé. Dr Omar Mahmoud Ismail, directeur général du centre hospitalier universitaire. Monsieur Mohamed Ali Mohamed, secrétaire général du ministère de la Santé. Dr Hassan Abdurrahman Elmi, directeur général du centre d'achat des médicaments et des matériels essentiels. Madame Zahra Moussabou, directrice générale de l'offre de soins du ministère de la Santé. Madame Ni'ma Moussa Ali, directrice de l'organe de gestion des portefeuilles des projets du ministère de la Santé. Monsieur Barre Mohamed Barre, directeur général des ressources humaines, financières et de la formation du ministère de la Santé. Communication. Le Premier ministre a fait un compte-rendu sur sa visite officielle à La Havane et sa participation au sommet du groupe G77 plus Chine qui s'est tenu du 11 au 16 septembre 2023. À l'issue de la visite officielle, le Premier ministre djiboutien a eu des entretiens avec son homologue cubain et le président de l'Assemblée nationale, ainsi que le chef du département des relations extérieures du Parti communiste de Cuba. Les discussions ont essentiellement porté sur les relations de coopération bilatérale qui touchent tous les secteurs, notamment la santé, les sports, l'éducation et l'agriculture. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement a fait un compte-rendu sur la première visite du secrétaire d'État américain à la Défense, M. Austin, effectuée le 24 septembre 2023 à Djibouti. Les entretiens ont porté essentiellement sur les relations de coopération et le partenariat stratégique liant les deux pays dans les divers domaines, à savoir la sécurité, la défense et le développement. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a fait un rapport de mission sur le forum Méditerranée Futur Acte 6 qui s'est tenu du 20 au 22 septembre 2023 en France. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf a fait un compte-rendu sur la visite officielle de la délégation djiboutienne à Mogadiscio du 13 au 16 septembre 2023. L'objectif de cette visite
était de participer à la projection d'un film documentaire à une soirée commémorative consacrée à la conférence d'Arta, un moment historique dans le processus de réconciliation somalienne. La ministre des Affaires sociales et de Solidarité a fait une communication sur sa visite à Yoboki suite aux dégâts des intempéries du 3 septembre 2023. Une forte délégation, sous la conduite du Premier ministre par intérim Ali Hassan Bahdon, est composée du ministre des Infrastructures et des Équipements, de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé, du ministre de l'Environnement, ainsi que le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, s'est rendu à Yoboki, chef-lieu de la sous-préfecture, afin de s'enquérir de la situation suite aux intempéries. L'objectif de cette mission était d'identifier les ménages impactés par les intempéries afin d'apporter l'assistance nécessaire et de procéder également à l'attribution de 50 logements sociaux de la Fondation Ismaïl Omar Guelleh, droit au logement. Ainsi, des aides composées de 200 kits de vivres, des kits non-vivres, matelas, ustensiles de cuisine, etc., pour 150 familles sinistrées ont été distribuées. Par ailleurs, les habitations répertoriées comme étant endommagées vont bénéficier d'aides en matériel de construction pour soutenir les familles afin d'avoir un espace de vie décent. Voilà donc tout ce que l'on pouvait dire sur cette 13e séance du Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur informe la population que la journée de demain sera fériée, chômée et payée. La journée de demain coïncide avec la célébration du 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal, 3e mois du calendrier musulman, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le ministre de l'Intérieur adresse ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de paix aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens. À l'instar des communautés musulmanes de plusieurs pays du monde, les Djiboutiens vont célébrer demain la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chaque année, dans plusieurs pays musulmans du monde, y compris le nôtre, on célèbre le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal, 3e mois du calendrier musulman, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, communément appelé Maulid al-Nabawi al-Sharif. Cette fête religieuse est très observée à Djibouti. Elle est marquée par des repas collectifs suivis des veillées nocturnes où règne une ambiance de fête et de ferveur. En effet, sur des sites richement décorés, préparés pour cette occasion, les fidèles se retrouvent dans ces veillées nocturnes pour non seulement entonner des chants religieux louant les préceptes, la conduite et les pratiques du prophète, mais aussi pour écouter des hadiths sur sa vie, sa naissance, la manière dont il a reçu la révélation, etc. L'importance que revêt cet événement pour les communautés musulmanes du monde constitue une opportunité pour nous rappeler les uns des autres sur les valeurs de notre religion et le but de notre existence dans ce monde. À cette occasion, des soirées religieuses et culturelles sont prévues dans divers quartiers de la ville de Djibouti, ainsi que dans les chefs-lieux de l'intérieur. Ces événements sont animés donc ce soir par des prédicateurs et des imams de mosquées. Autre information, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoé, se trouve à Doha, au Qatar, où elle a participé hier à l'ouverture officielle de la 12e conférence des ministres de la Culture dans le monde islamique, autour du thème consacré à cette 12e édition, vers un renouvellement de l'action culturelle dans le monde islamique. Le programme a porté sur la composition du bureau de la conférence, la lecture et suivi des rapports. Plusieurs points inscrits à l'agenda sont adoptés à l'unanimité. Il s'agit de la nécessité de concrétiser les nouvelles orientations pour être à la hauteur du développement durable, comme l'intégration de nouvelles technologies comme moyen d'impulsion de l'industrie culturelle et créative, l'innovation et la création d'emplois durables pour la jeunesse, la préservation des savoirs
traditionnelles par la revalorisation de leurs détenteurs, la pérennisation de valeurs éthiques tout en mettant en place de mécanismes appropriés de transfert et de connaissances. La ministre en charge de la culture a tenu à saluer la nouvelle vision des opportunités de la culture qui est aussi celle de la République de Djibouti grâce au leadership du chef de l'État. Elle a remercié le Qatar, pays hôte, pour l'accueil fraternel et a félicité les intervenants pour la qualité des échanges et la cohérence des politiques de redynamisation culturelle des pays du monde musulman. Et enfin, la ministre a partagé avec l'ensemble des participants l'agenda culturel de la République de Djibouti, avec notamment la prochaine tenue de la 2e édition du Salon national des livres. Dans l'actualité également, il y a cet atelier régional pour lutter contre les MGF. Une réunion régionale s'est tenue ce matin à l'hôtel Kepensky sous le thème « Contradiction des pratiques néfastes avec les principes de la charia » sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Momin Hassan Baleh. Cet atelier qui vise à lutter contre les mutilations génitales féminines a été organisé conjointement par le ministère des Affaires musulmanes et le Bureau des Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP de la région arabe. Le ministre a salué l'action que mènent les organisations et les ulémas qui œuvrent inlassablement pour lutter contre les MGF, une pratique qui va à l'encontre des principes de la charia islamique et qui laisse des conséquences graves et durables sur la vie des femmes et des filles. Écoutez la représentante du FNUAP à Djibouti. Écoutons un extrait de l'intervention de la représentante du FNUAP à Djibouti. Rencontre célèbre la mobilisation des organisations religieuses dans la région et en particulier les ulémas musulmans qui se sont démarqués parmi les acteurs de changement dans les efforts d'élimination des pratiques néfastes à l'égard des femmes, en particulier sur les MGF. En parlant des MGF à Djibouti, il est évident qu'avec les efforts conjugués de toutes les parties prenantes, à savoir le gouvernement, la société civile et en particulier les leaders religieux, la prévalence de la pratique des MGF a baissé de 20 points entre 2012 et 2019. Toutefois, de grandes disparités sur le taux de prévalence de la pratique existent, par exemple entre les zones rurales et urbaines, et la pratique des MGF glisse insidieusement vers la pratique de la sunna. La pratique repose sur une représentation culturelle renforcée par des faux prétextes religieux. Il est important de noter que la pratique des MGF à Djibouti est en transition vers une forme donc médicalisée qui consiste à faire perdurer les MGF par la voie de cette pratique qu'on appelle actuellement la sunna, en occultant les séquelles physiques immédiates. Ainsi, au regard de ces tendances actuellement préoccupantes, il est crucial d'accroître l'engagement des leaders religieux afin de donner une nouvelle impulsion aux efforts d'accélération de l'abandon total des MGF et de toute pratique néfaste à l'égard des femmes et des filles. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre Momin Hassan Baleh a abordé la question des MGF qui sont associés à des coutumes et des traditions, mais qui n'ont pas de fondement religieux solide, a-t-il dit. Il a souligné que les effets négatifs de ces pratiques sur la vie des femmes. Il a appelé les leaders religieux à jouer un rôle central dans la sensibilisation de la société et à convaincre les gens donc d'abandonner complètement la mutilation génitale féminine. Le ministre a également souligné que la République de Djibouti a adopté des législations visant à réduire les dommages causés par ces pratiques. En Chine, au dernier jour de sa mission de travail, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Ghedi, et la délégation l'accompagnant ont effectué tour à tour hier à Weifang, à Yantai et à Shanghai la visite de plusieurs sites importants dans les domaines de la production électrique et de la transformation du sel. En effet, le ministre et sa délégation ont d'emblée visité le parc industriel de Haiwang, situé dans la ville de Weifang, où est traité le sel du lac Assal et transformé en bromure de sodium, pour une moitié utilisé en Chine pour satisfaire les besoins intérieurs des ménages et des industries locales, le Made in Djibouti en Chine, et pour l'autre moitié exporté dans le monde entier.
Le ministre et ses collaborateurs se sont ensuite rendus dans la station électrique photovoltaïque située dans cette même ville et d'une capacité de 100 MW. À Yantai, le ministre a visité l'une des plus grandes usines chinoises de transformation du sel en produits dérivés, propriété du groupe Wanhua Chemical, qui deviendra désormais le principal acheteur du sel de notre pays. Enfin, le ministre a visité le siège de la branche du groupe CCCC, spécialisé dans les technologies photovoltaïques à Shanghai. Après avoir suivi une présentation des activités de la dite société, le ministre et le dirigeant de cette entreprise ont discuté des opportunités d'affaires existantes dans le secteur des énergies renouvelables de notre pays et abordé des domaines de coopération possibles entre Djibouti et la Chine. Il est à rappeler que ces différentes visites de terrain du ministre de l'Énergie avaient pour but d'échanger sur les bonnes pratiques et de partager les expériences dans les domaines du développement du sel et des énergies renouvelables dans notre pays. La deuxième journée d'un événement d'envergure sur les guichets uniques a ouvert de nouvelles perspectives sur la manière dont ces systèmes peuvent révolutionner les échanges commerciaux et stimuler la croissance économique. Des experts de renommée mondiale se sont réunis pour discuter des avantages potentiels des guichets uniques et de leurs impacts sur les économies mondiales. L'un des thèmes centraux de cette journée a été la facilitation des échanges. Une réflexion plus large sur la croissance économique a permis d'examiner les répercussions directes et indirectes des systèmes de guichet unique. Il est apparu clairement que ces systèmes ne se limitent pas à simplifier les formalités, mais qu'ils jouent également un rôle crucial dans la stimulation de l'activité économique, la création d'emplois et la croissance du PIB. Cette deuxième journée a mis en lumière l'importance des guichets uniques dans la simplification des échanges commerciaux et la stimulation de la croissance économique. Alors que l'événement se poursuit, il est clair que ces systèmes continueront de jouer un rôle majeur dans l'évolution du commerce international et des politiques économiques à l'échelle mondiale. Et en marge de cette journée, le directeur général de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Meidel, a remis un cadeau au directeur de la DPCS, Ouassama Mohamed Bouh, et le président de l'Assemblée générale de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, Youssef Ahouzi. Et l'opérateur du système de communauté portuaire de Djibouti, le DPCS, cette entité a pour objectif de coordonner, simplifier et rationaliser les processus d'importation, d'exportation et de transit dans les ports nationaux, les aéroports et les centres économiques régionaux. Écoutons justement un extrait de l'intervention du directeur de cette entité, le DPCS, Ouassama Mohamed Bouh, lors de cette deuxième journée sur les guichets uniques. Ça, c'est le système qu'on démontrait à nos collègues des autres pays africains. Donc là, vous voyez le système des PCS, où aujourd'hui on arrive qui est intégré directement avec tous nos ports et avec toute notre trade à Djibouti et la logistique. C'est intégré avec tout le commerce djiboutien et toute la logistique. En même temps, vous pouvez voir des dashboards, des tableaux de bord qui nous disent directement en live combien de navires accostent dans nos ports, d'où viennent ces marchandises-là. Toutes ces données sont à portée de main et peuvent être utilisées sur différents types de views. Chaque ministère, chaque entité gouvernementale peut avoir les données qu'elle souhaite pour prendre les décisions nécessaires afin de finaliser leur contrôle ou effectuer leur contrôle sur les marchandises. Marca, il y a les types de tonnage, différents types les tonnages de différents types de ports ici à Djibouti qu'on peut constater dans le système. Il y a les conteneurs qui viennent à Djibouti par différents types de ports. Il y a aussi les temps de documentation, combien de temps les performances de la documentation, combien de temps les marchandises transitent à travers nos ports, combien de temps les clients finalisent la documentation, combien de temps nos autorités et aussi les différentes entités impliquées comme les agences maritimes finalisent la documentation en même temps. Donc vous pouvez voir, ça c'est en nombre de jours. Il y a eu un petit pic pour le transit
de 11 jours à 13 jours, en juillet et en août, parce qu'il y avait le fertilizer. Donc, tous ces données-là sont disponibles et elles sont live, peuvent être puisées à tout moment. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé ce matin au Sheraton Hotel un atelier de redynamisation du comité technique multisectoriel sur le développement de la petite enfance appuyé par le projet Jouer pour apprendre. L'objectif de cet atelier est de redynamiser le comité technique multisectoriel en vue de la pleine opérationnalisation. Cet atelier a été présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme, Anissa Hassan Bahdon, et a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mahyoub Mohamed Abdallah, la représentante de l'USAID à Djibouti et des responsables du ministère de la Femme et de la Famille. Cet atelier a réuni toutes les parties prenantes, travaillantes et actives dans le développement et l'éducation de la petite enfance afin de discuter des moyens pour améliorer la collaboration entre tous les partenaires. Écoutons la représentante de l'USAID à Djibouti. La redynamisation du comité multisectoriel au cours du plan stratégique national pour l'enfance à Djibouti est cruciale. L'USAID est fier d'appuyer le gouvernement dans ce secteur clé et je remercie le ministère de la Femme et de la Famille pour cette initiative. Play to Learn, Jouer pour apprendre, est un projet de l'USAID entièrement dédié au développement et l'éducation de la petite enfance. Mais il est également le reflet de la forte synergie entre l'ensemble des partenaires, le résultat de nombreuses réflexions et discussions menées avec vous, experts et natifs de Djibouti, et aussi pleinement intégré au plan stratégique national pour l'enfance à Djibouti. Notre projet, c'est tout cela à la fois. Une cohésion des parties en première ligne et ceux en retrait. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. Comme vous le savez, en 2021, le ministère de la Femme et de la Famille avait élaboré la politique nationale de l'enfant avec l'appui de l'UNICEF en impliquant les ministères sectoriels. Cette nouvelle politique de l'enfant assure un environnement pour l'épanouissement de tout le potentiel intellectuel, physique et moral de l'enfant au sein de sa famille et au sein de la communauté. Cette nouvelle politique assortie d'un plan stratégique national pour l'enfant à Djibouti pour une période de 5 ans, c'est-à-dire 2022-2026, à 6 axes d'intervention stratégique. Nous nous félicitons et nous remercions les acteurs principaux pour la mise en œuvre pleine de l'axe 4. Parmi les autres axes aussi, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été réalisées. Et c'est face à cette situation qu'aujourd'hui, nous avons opté pour une approche à la revue à mi-parcours pour pour identifier les contraintes et les goulements d'étranglement qui empêchent la pleine opérationnalisation du plan stratégique. Nous relançons le dynamisme et l'élan qui avait mobilisé tous les acteurs en amont du programme, tout en sachant que l'objectif général reste la pleine opérationnalisation du plan stratégique national de l'enfant. En 2020, le ministère de la Femme et de la Famille, avec les responsables du MENFOP, les responsables du ministère de la Santé et des experts internationaux, avait également élaboré un programme du développement de la petite enfance pour les enfants allant de 18 mois à 5 ans. Voici à présent le mot du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Le développement de la petite enfance à Djibouti et surtout en Afrique, en tout cas, est très déterminant et détermine même l'avenir de nos pays. En disant ça, peut-être vous pouvez vous dire, mais il ne nous apprend pas grand-chose, effectivement.
les jeunesses et l'avenir, la petite enfance également. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Les études de neurosciences et les études aussi sur le développement de l'enfance et de l'intelligence montrent que les 5 premières années de développement de l'enfant sont déterminantes pour son parcours scolaire, son parcours de la vie professionnelle. C'est pourquoi donc, si on prépare au mieux cette phase de développement de l'enfant, on peut assurer, en tout cas on peut espérer que la suite sera beaucoup plus facile pour ce jeune, pour pouvoir poursuivre une scolarité normale, pour pouvoir aussi s'insérer dans la vie sociétale. C'est très important. C'est pourquoi donc ce comité est multisectoriel, parce qu'il y a plusieurs ministères qui interviennent. En ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, nous accordons une importance cardinale à ce développement. Nous occupons que de la dernière partie de cette petite enfance, c'est-à-dire à partir de 5 ans, mais nous mettons tous les efforts pour qu'on puisse accueillir tous ces enfants dans les meilleures conditions possibles. Grâce au projet Play to Learn, donc, nous avons donc, des programmes justement pour promouvoir ces préscolaires, cette éducation préscolaire, mais le ministère aussi investit et fournit beaucoup d'efforts, le gouvernement notamment, pour justement développer cette éducation préscolaire. Et dans le reste de l'actualité, l'Académie de police d'El Farah Habanais a abrité aujourd'hui une cérémonie de fin de formation destinée à quelques 160 policiers formés pour les gestes de premier secours. La cérémonie a été présidée par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdulrahman Ali Kahin, et par le directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa, commandant du corps des sapeurs-pompiers. En effet, durant 8 mois, des policiers issus des différents services de la police ont été formés par des sapeurs-pompiers à l'académie de police. Et bien, en effet, cette formation permettra aux policiers d'acquérir les connaissances pour intervenir efficacement en cas d'accident ou d'urgence médicale, aussi bien dans les accidents de la route, les incendies, les scènes de crime ou des catastrophes naturelles. L'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France ainsi que plusieurs officiers supérieurs des 2 institutions ont pris part à cette cérémonie. Lors de cette cérémonie, un court-métrage illustrant les différentes séances d'apprentissage a été diffusé. En effet, durant les 8 mois de formation, les participants ont acquis les techniques nécessaires à travers des mises en situation réelles. Cette formation va ainsi permettre aux policiers d'acquérir les compétences appropriées pour intervenir dans les cas d'urgence. Et en fin de cérémonie, les quelques 160 bénéficiaires de cette formation, issus des différents services de la police, se sont vus remettre par les responsables présents leur certificat de fin de formation. Prenons la parole lors de cette cérémonie de fin de formation. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdulrahman Ali Kahin, a mis l'accent sur l'étroite collaboration qui existe entre les 2 institutions. Nous l'écoutons. Je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme des différentes promotions composées de 160 policiers ayant bénéficié d'une formation de secourisme
dispensés par nos vaillants sapeurs-pompiers et nos collègues français. La police nationale et la protection civile ne faisaient qu'un seul corps il y a peu de temps. Par conséquent, les pompiers sont nos petits frères. Je suis enthousiaste du parcours effectué et de la formation dispensée par celle-ci. Dans la vie de tous les jours, nos devoirs envers nos concitoyens restent conjoints et coordonnés pour une meilleure efficacité, tant dans les interventions des accidents de la route, des incendies, des scènes de crimes et des catastrophes naturelles. Depuis ma prise de fonction, les relations entre la police nationale et la protection civile se sont beaucoup développées. L'académie de police reste à la disposition des forces de défense et de sécurité, plus particulièrement les sapeurs-pompiers, avec qui nous partageons beaucoup d'affinités. Cette formation n'est que le début d'un vaste programme d'échange de compétences dans tous les domaines entre nos deux institutions. Cette étape que vous venez de suivre a été conçue pour vous, dotée de compétences et de connaissances nécessaires pour intervenir efficacement en cas d'accident ou d'urgence médicale. Nous croyons fermement que chacun ou chacune d'entre vous est désormais mieux préparé à faire face aux situations d'urgence et apporter une aide précieuse aux personnes en détresse. Je vous encourage à partager ce que vous avez appris avec vos collègues, familles, amis et le reste de la communauté. En transmettant ces compétences, vous contribuez à la création d'une société sûre et mieux préparée. En conclusion, je tiens à remercier tous et toutes pour votre engagement envers la sécurité et le bien-être de nos concitoyens. Je vous exhorte à rester vigilants, à continuer d'apprendre et de vous améliorer constamment. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative dans notre communauté. Un remerciement particulier au directeur de la protection civile qui ne cesse de mener le rapprochement entre nos deux corps, sans oublier l'attaché de sécurité auprès de l'ambassade de France, le colonel et mon ami Laurent Le Goff, pour son soutien indéniable et indéfectible dans notre coopération. Coopération qui a porté ses fruits à maintes reprises dans le domaine de formation en matière de sécurité et dont nous souhaitons la continuer. Merci de votre attention. Et pour sa part, le directeur de la protection civile, le colonel Mohamed Moussa, a rappelé la nécessité de ces formations qui sauvent des vies et sont d'une extrême importance. On l'écoute. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de remise de certificats de formation au profil de 163 policiers qui proviennent de différentes unités de la grande direction générale de la police nationale. Je vous voudrais avant tout vous féliciter, chers récipiendaires, pour votre dévouement au cours de ces 8 mois de formation. Cette formation s'inscrit en droit ligne des objectifs de vos missions qui visent à améliorer la sécurité des individus par des actes de prévention au cours de votre intervention. Ainsi, pendant ces 8 mois, les participants ont acquis les compétences, les techniques nécessaires à travers des mises en situation, à savoir comment prévenir les secours, comment protéger une victime, quels gestes effectuer en attendant l'arrivée des secours. Mon colonel, mesdames et messieurs les officiers, chers policiers, la sécurité de notre population constitue un intérêt commun pour la Direction nationale de la protection civile et la Direction générale de la police nationale. Et nous devons travailler ensemble pour mieux assurer la sécurité et la sûreté de notre population. La Direction nationale de la protection civile est entièrement disponible à travers son service de formation pour former davantage les personnels de la police nationale dans les prérogatives et les missions qui nous sont dévolues. Il est vrai que depuis la nomination de l'actuel directeur général de la police, le colonel Abdelrahman, nos liens
se sont étroitement rapprochés et je remercie personnellement en mon nom et au nom de l'ensemble des officiers, sous-officiers de la protection civile et du corps de sapeurs-pompiers pour le travail incessant que vous effectuez, mon colonel, durant votre prise de fonction. Et je vous remercie encore une fois. Il est vrai que la police et les sapeurs-pompiers est une institution qui a été séparée de la police nationale, mais nous sommes, et vous l'avez si bien notifié, les enfants de la police. Et je vous en remercie. J'espère que ce ne sera pas une dernière, mais que c'est un début de tous travaux. Ce partenariat et cette amitié qui nous lie énormément depuis des années et des années permettra davantage de se consolider et ce n'est qu'une première. À présent, permettez-moi de m'adresser tout particulièrement aux récipiendaires. À l'issue de la formation, vous venez d'être suffisamment outillés pour l'accomplissement de vos missions. Il vous appartient désormais de vous mettre au travail en faisant bon usage du savoir et du savoir-faire acquis. Puis l'enseignement et les valeurs que vous avez reçues au cours de cette formation vous accompagnent tout au long de votre parcours professionnel. Je vous en remercie. Les États-Unis et le Kenya ont signé hier un accord de défense qui permettra à ce pays d'Afrique de l'Est d'obtenir des ressources et un soutien pour les déploiements de sécurité en Haïti. Le Kenya s'est engagé à envoyer 1000 agents de sécurité en Haïti pour lutter contre la violence des gangs dans le cadre d'une mission qui est en attente de l'approbation formelle du Conseil de sécurité de l'ONU, mais qui a reçu le soutien de l'ONU et des États-Unis. Et c'est sur ce point que se referme cette édition de 22h. Merci pour votre fidélité et bonne fête à toutes et à tous.